Bana, une voix s'élève au lointain, invitant aux prières du soir. Et la nuit s'étend sur le village. Les oiseaux regagnant leur nido harmonisent le coucher du soleil. Et la nuit s'étend sur le village. Les hommes, rentrant leur troupeau, se disent encore une dure journée de passer ici-bas. Et la nuit s'étend sur le village. On a dit des idées. Les femmes bercent leurs enfants, et les hommes allument leurs pipes. Et la nuit s'étend sur le village. Adieu l'artiste, ses paroles comme bien d'autres resteront éternelles. Manu Dibango s'est éteint à 86 ans ce jour même à Paris en France. Il est mort suite au Covid-19, le coronavirus évidemment, qui sévit depuis quelques mois déjà, depuis le mois de décembre à travers le monde entier, nous a pris l'artiste. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est pour un hommage à Manu qu'on a choisi de rentrer dans cette émission avec cette chanson très émouvante, vous en doutez bien. Soir au village, une chanson que beaucoup à la maison peut-être aussi savent, fredonnent pour Manu Dibango. Deux invités ce soir. On a également choisi ici à STV de respecter les prescriptions de l'Organisation mondiale de la santé pour évidemment faire une barrière à la pandémie de l'heure, mais aussi celle du gouvernement camerounais qui, comme vous le savez, a décidé de 13 mesures en vue de combattre cette pandémie. On va faire cette émission ce soir avec deux invités à bonne distance, minimum 2 mètres, pour évidemment être en sécurité sanitaire. Marlise Doualabel, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'être là ce soir. Vous êtes militante du RDPC, ancienne députée à la Nation. Merci infiniment d'être là ce soir pour débattre de la seule question de ce soir. On va parler évidemment du coronavirus, la pandémie qui s'éteint également au Cameroun. Je signale qu'il y a déjà eu un mort. On en parle aussi après avoir dit bonsoir au docteur Aristide Bitouga. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu de Yaoundé. Vous êtes anthropologue, vous êtes également enseignant-chercheur, vous êtes au ministère de la Santé publique du Cameroun. Peut-être on va commencer avec un mot, une phrase, une parole pour cette grande mémoire, celle de cette bibliothèque qui s'est brûlée ce soir, ou du moins aujourd'hui. Oui, la parole, mais... Oui, Marlise, bien sûr. Ah, d'accord. C'est avec beaucoup de tristesse, évidemment, mais en même temps, pas beaucoup de regrets que je laisse partir ce grand monsieur, ce grand homme qui est parti de chez nous, du Cameroun, pour briller dans le monde et nous apporter autant de talent, autant de joie, autant d'humanité. La dernière fois que je l'ai rencontré, c'était lors d'une célébration des Amis de la Quintini qui organisaient une soirée de gala pour une collecte de fonds. Et il avait accepté l'invitation du professeur Ndiok pour animer comme artiste principal cette soirée. Et il a chanté tout un répertoire pour le bonheur des invités qui étaient là. Et j'ai eu l'impertinence de lui demander mon morceau préféré et qu'il a accepté gentiment de faire exécuter. C'est Douala Sérénade. Vous allez faire peut-être un acapella, vous allez fredonner quelques paroles. Oh là là.
Bon, en gros, c'est un morceau instrumental avec très très peu de paroles, mais qui raconte la beauté, la sensualité, la qualité humaine de la ville de Douala. Et chaque fois que j'entends ce morceau, je me sens vraiment bercée et je pense que c'est une très 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 belle composition. Chapeau l'artiste Aristide. Peut-être un mot à l'endroit de Manu Dibango aussi. Bon, peut-être avant de dire ce mot-là, déjà faire remarquer que ma présence sur ce plateau montre à suffisance la place et l'importance que nous, au niveau du PCRN, nous accordons à STV, parce que, voyez-vous, ce n'est pas la période où tout le monde veut faire un déplacement et venir assister à une émission, mais une fois que l'invitation nous a été faite, le président, la personne de Cabral Libi, a immédiatement dit il faut qu'on puisse honorer cette invitation. On s'est accordé et puis voilà comme ça que j'ai pris la route en début de matinée pour être là ce matin. Nous vous remercions infiniment, évidemment. Parlant maintenant de l'artiste Manu Dibango, j'avoue que quand la nouvelle est tombée le matin, j'ai appelé quelques amis à Paris et qui m'ont dit non, c'est pas un fait que c'est la vérité. Je recevais ça comme un coup de marteau parce qu'il y a quelques jours, il y avait déjà une information qui avait circulé disant qu'il était décédé, mais lui-même il avait fait un tweet pour dire que non, ça allait et qu'il était en train tout bonnement de se remettre. Mais ce matin, quand un de ses cousins du côté de Paris a effectivement donné le OK par rapport à cette information-là, j'étais tout effondré. J'ai appelé mon épouse et puis quand je lui ai dit, mais tiens, il est mort à 86 ans, elle me dit que non, c'est tellement que tu as mal lu. Parce que pour elle, elle était sûre que Manu avait encore 55 ans. Ah oui. Parce que c'est quelqu'un qui est resté jeune, j'ai envie de dire. C'est également un gros secret de Manu. C'est-à-dire que nous, on est nés, on parlait de Manu Dibango. Absolument. Il meurt à 86 ans, mais on avait l'impression que c'est quelqu'un qui était de notre génération, qui a grandi avec nous. Et non seulement il ne donnait pas l'impression d'être quelqu'un qui pouvait se fâcher, il était d'une telle avenance que on voulait être à côté de lui pour... L'une de ses marques, c'est ce sourire. Voilà, ce sourire, oui. Ce sourire qui ravageait tout autour de lui. C'est-à-dire que c'était difficile d'être à côté de Manu Dibango et de ne pas être contaminé par ce sourire. Ça, je l'ai encore à l'image parce qu'en 2001, là, je suis aux côtés de Yannick Noah, à l'époque où il sort son album Simon Papa Tara, et nous faisions partie de ce qu'on appelle les chœurs dans l'enregistrement de cet album-là. Et c'est à la faveur de cet événement que moi j'ai rencontré l'artiste Manu Dibango. Et je vous assure, la voix 2 minutes, la voix 5 minutes, vous avez le sentiment que vous n'étiez pas très loin du paradis. Et donc moi, c'est cette image de quelqu'un de gai, de rayonnant qui me reste à l'esprit. Et moi, une icône, une valeur de notre culture qui s'en va. Moi, j'ai envie de dire qu'il n'est pas mort, il reste vivant. Et je crois que la jeune génération musicale qui fleurit dans notre pays saura reprendre ce flambeau-là pour que Manu Dibango vive dans les nouvelles sonorités et les nouveaux rythmes musicaux que nous avons dans ce pays. Et il était musique et musicalité, c'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin de faire des phrases pour vous donner envie de bouger ou de communier avec lui ou de communier avec le monde. Je pense qu'il avait reçu de Dieu vraiment beaucoup de grâce. Et puis également, pour finir, de savoir qu'il a passé l'essentiel de sa vie en France et qu'il soit resté camerounais, suivez mon regard, ça, ils sont très peu. Malgré les sollicitations de la France à son endroit pour qu'il prenne cette nationalité-là, il est resté camerounais. Et je crois que c'est des valeurs comme celle-là qu'il faut célébrer et qu'il faut présenter à la jeunesse dans un contexte où la délinquance sénile semble prendre le dessus dans notre pays. Alors, nous avons tendu également le micro à quelques artistes qui, pour beaucoup, certains, ont fréquenté Manu Dibango, qui ont été révélés par Manu Dibango. Manu qui tenait évidemment la main de chacun d'entre eux. Je vous prie de les suivre. Pour Nicole Mara, que je suis, c'est énorme. C'est grandiose. C'est une perte de plus
qui va s'alourdir sur le monde musical et qui va vraiment nous causer préjudice. Parce que nous savions qu'à tout moment, on peut l'appeler. Papa Manu, j'ai besoin de toi pour ci, il est présent. Papa Manu, je veux ceci, il est présent. Papa Manu, un petit mot, il est présent. Aujourd'hui, nous allons chercher vers qui nous tourner. Ils sont encore là, les patriarches. Mais vous savez, Manu était un peu le poteau le plus solide. Je suis levé ce matin, je me suis réveillé ce matin avec une triste nouvelle que mon frère et ami Manu Dibango vient de partir à 5 h du matin. C'est vrai, depuis une semaine, ça court partout, oh, il est hospitalisé, oh, il est mort. Mais je ne croyais en rien. Jusqu'à ce matin. Je regrette beaucoup parce qu'on avait beaucoup de choses à se dire. Beaucoup de choses à se dire. Mais hélas, Dieu l'a appelé. Une icône, quelqu'un qui représentait l'Afrique, qui représentait le monde, qui côtoyait les grandes personnalités dans le monde, au nom de la musique et au nom du Cameroun. Nous avons perdu notre repère. C'était un grand repère pour tout artiste. Chacun veut devenir comme Manu. Et je me dis que cette icône-là que Dieu nous a donnée, c'est tous les 200 ans que nous pouvons voir ce genre de personnalité qui influence, qui guide. Aujourd'hui, c'est un jour de deuil pour moi. En fait, c'est un deuil. On parle du coronavirus et tout, mais je ne sais pas si ce coronavirus a une tête ou les pieds pour que j'aille l'arrêter. Nous pleurons Manu, toute l'Afrique pleure. Je garde l'image d'une légende, mais d'un papa en même temps, tellement aimant et proche de ceux qui le sollicitaient, de ceux qui venaient vers lui, une mine de conseils. Et voilà l'image. Tour à tour, Nicole Mara, Henri Ndior, Beko Sadé, Galvondie, qui ont évidemment dit ce qu'ils pensent de cet artiste, cet immense Manu Dibango. En chanson, on va à nouveau écouter quelques-uns qui, cette fois-là, se remémorent la grande image de Manu Dibango. Somaloba turiturun somaloba peruburu berendero obentera la bunya somaloba Sango Yesu Kristo Sango Yesu Kristo Hallelujah Hallelujah Kumbelolo, 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 come back. Chouchou, 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 come back. Utoneba malinga, tonangia mesuwa beno. Ebola na biye, solaminya mami matake. Bola baginya penya, tona gingita me potino. Na pitendi na wasangu, na biwe mukamutem. Bye Manu, bye Nanding, bye. Adieu l'artiste, merci à toute la rédaction de STV qui s'est mobilisée évidemment pour suivre cet événement-là.
Le thème de ce soir donc, coronavirus, le Cameroun face à la pandémie. On va en débattre sur les différents aspects ce soir. Mais avant, je voudrais à nouveau vous faire suivre un élément, un témoignage, c'est là d'une personnalité de la République, Maître Claude Assira, avocat au barreau du Cameroun, qui compte parmi les voyageurs confinés du vote du 7 mars 2020 dernier. Nos équipes de Yaoundé, Mireille Siabzé et les autres l'ont rencontré alors qu'il est évidemment interné dans un hôtel suivant les 14 jours prescrits par les médecins. On va essayer de l'écouter pour voir comment cela se passe concrètement et rentrer véritablement dans le bain de ce thème de ce soir. Suivez plutôt. L'élément a été diffusé dans notre édition du journal d'hier, hier lundi. Claude Assira, il nous a accepté, il nous a fait l'amitié de nous recevoir et donner son témoignage, évidemment pour sensibiliser davantage les uns et les autres pour la prise de conscience de toute la communauté, parce qu'évidemment on a également observé que beaucoup de personnes n'ont pas le sentiment ou alors n'ont pas l'impression que cette maladie est véritable, elle est réelle dans les rues, que ce soit dans la Yaoundé, Bafoussam et les autres rues du Cameroun. Certaines personnes n'observent pas les mesures prescrites par les pouvoirs publics, que ce soit dans les transports publics, sur les motos, dans les taxis, les bus, dans les marchés. Le ministre du Commerce a demandé par exemple que les marchés soient fermés à 16 h et que les marchandises, tout au moins pour ce qui concerne les fruits, légumes et autres, soient mis sur des étals, ce qui n'est pas toujours respecté. On l'a observé dans nos différents reportages. Mais je voudrais qu'on revienne sur cet élément qui nous fait le témoignage du confinement de Maître Claude Assira. Alors, on va certainement le retrouver dans le cadre de cette émission. Déjà, Marlise Rose, peut-être première observation, quand vous regardez l'ambiance générale, avez-vous le sentiment qu'il y a au Cameroun comme si les gens, je le disais peut-être tout à l'heure, prennent conscience de ce mal au fur et à mesure que la maladie progresse, parce qu'il faut le rappeler, nous sommes déjà à 66 cas officiellement déclarés au Cameroun, dont un mort, le ministre de la Santé l'a précisé tout à l'heure, un Camerounais vivant en Italie qui est arrivé récemment. Vous avez le sentiment que les Camerounais sont conscients? Pas du tout. Pas du tout, et je fais partie des personnes très sévères qui acceptent d'avoir pour qualificatif d'être un oiseau de mauvais augure, parce que c'est nécessaire de prendre cette posture. Tous les leaders, ceux qui sont dans les quartiers, ceux qui sont dans les entreprises, ceux qui sont dans toutes les institutions, doivent prendre le bâton de pèlerin pour entrer dans cette guerre, parce que cette guerre nous concerne tous. Écoutez, j'ai eu à sillonner la ville et à observer. Le premier soir, j'ai eu l'impression que les gens avaient suivi les instructions. Et puis 2 jours après, en regardant de près, on se rendait compte qu'il y avait déjà un relâchement. Et ça n'a rien à voir avec le niveau social des personnes, hein. Je veux dire, vous êtes avec des personnes éduquées, mais elles ont du mal à comprendre que nous sommes véritablement en danger. Et moi, j'aime bien dire aux gens, comme j'ai dit aux enfants au Parc des Princes, que ce qui va nous arriver est pire qu'un tsunami, mais aussi peut-être mieux qu'un tsunami. C'est nous qui allons en faire un tsunami. Et c'est nous qui allons pouvoir nous sortir de ce tsunami. Tsunami, pourquoi ? Tsunami parce que, quand je dis que c'est pire qu'un tsunami, parce que le tsunami te surprend. Il te surprend dans ton lit. Il te surprend en train de vaquer à tes occupations. Tu ne sais pas quelques 10, 15, 20, 30, 40 minutes avant que tu vas mourir. Par contre, cette maladie, elle nous laisse le temps de voir que nous allons mourir. Et c'est bien plus dramatique. Et les gens ne le comprennent pas. Mais quand je dis que c'est mieux aussi qu'un tsunami, c'est que justement, tout est entre nos mains. Étant un pays
en développement, nous n'avons pas tous les moyens requis pour endiguer le phénomène au moment où il va s'emballer. Nous n'avons pas les moyens. Même les pays développés ne s'en sortent pas. Combien de fois nos pays? Donc, tout se joue à la prévention. Je dis 90% se joue à la prévention et chacun de nous est interpellé. Mais tout à l'heure, je vais vous partager des expériences vécues qui montrent que beaucoup de gens pensent que ce sont des psychoses, une psychose qu'on crée pour faire peur. On y revient tout à l'heure. Alors, Aristide Bitouga, vous faites la même observation? Peut-être pas directement comme le député vient de l'élaborer. Moi, je pense que des maladies comme le coronavirus viennent mettre à rude épreuve ce qu'on appelle l'état de droit. Parce que vous avez les 13 mesures qui ont été dictées par le chef du gouvernement il n'y a pas longtemps, mais des mesures qui peinent à être appliquées au niveau, j'ai envie de dire, décentralisé de ces décisions-là, aussi bien au niveau des acteurs institutionnels, au niveau des acteurs politiques, au niveau des acteurs religieux, au niveau des acteurs associatifs, tous ces acteurs-là que l'honorable vient de citer, et j'ai envie de dire au niveau le plus bas qu'est les ménages. C'est-à-dire que vous avez donc un État qui devrait être fort pour pouvoir juguler une telle crise, mais qui peine à différents paliers de pouvoir lui-même s'assurer que les règles et les normes qui sont édictées, que ces règles soient appliquées. Et vous comprenez pourquoi il est difficile dans des États peu démocratiques de pouvoir aller vers la prévention dont l'honorable faisait tantôt allusion. Parce que lorsque vous êtes dans un État démocratique, et je le dis souvent, la démocratie pour moi c'est lorsque la citoyenneté est devenue un acte culturel. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre un bâton derrière un individu pour pouvoir respecter la loi. Elle doit pouvoir se faire d'elle-même parce que la société dans son ensemble a fabriqué un modèle de citoyen qui connaît l'importance de la citoyenneté et qui respecte les règles qui sont établies. Mais quand vous regardez le Cameroun, vous vous demandez est-ce que ce pays marche avec la tête ou ce pays marche avec la queue? Parce que tout le monde est dans l'anarchie. Et le professeur Ngandongo, qui a été un de mes anciens à la fac, aimait souvent à le si bien dire, nous sommes dans un état d'anomie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de normes, c'est chacun qui se crée un chemin, c'est chacun qui se crée sa voie, et ça donne ce que ça donne. Parce que lorsque vous avez une situation comme celle que nous avons sur la main, il est important de pouvoir comprendre les mécaniques qui permettent soit d'aller vers la régulation de la crise, parce que nous sommes en situation de crise sanitaire, Absolument. ou de pouvoir aller vers quelque chose qui va nous ravager, comme l'image du tsunami qui a été prise tout à l'heure. Parce que vous avez 3 niveaux qu'il faut prendre en compte dans ce qui se vit. Le premier niveau, c'est le déni. C'est-à-dire que, et ce déni ne concerne pas que les ménages. Je vous dis, même au niveau des personnes insoupçonnées, vous suivez des argumentaires qui parfois vous font tomber des nues. Personne ne croit habituellement au départ dans les sociétés négro-africaines. On refuse d'accepter la vérité, on la déforme. Et puis, vous avez vu tous les fakes qui ont tourné autour de cette affaire quand elle a commencé il y a presque 3 semaines. Ça, c'est la première étape, c'est du déni. Il y a maintenant la deuxième étape, et c'est vers elle qu'on est en train de s'acheminer, celle de la prise de conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand le ministre de la Santé déclare qu'il y a un cas de décès, vous voyez que depuis le matin, là, ça a changé. Moi, j'ai vu tout à l'heure, quand je venais dans le bus, je vous assure, il suffisait que quelqu'un toussait un peu bizarrement dans le bus, là. C'est chacun qui était en train de se cacher. Personne ne voulait être proche de son vis-à-vis. Parce que là, maintenant, qu'il y a un décès déjà, les gens se rendent compte que ce n'est plus l'époque où il faut nier, ce n'est plus l'époque où il faut refouler. Il faut maintenant prendre à bras le corps la situation. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape maintenant, c'est celle maintenant de la prise en compte de la maladie, avec maintenant le choix des itinéraires thérapeutiques. Et je crois qu'on a le temps de revenir là-dessus. Parce que et c'est là où c'est souvent le plus difficile à contenir.
Parce que entre la médecine, entre guillemets, moderne, et toutes les médecines parallèles qui existent, c'est là où il va falloir s'investir pour pouvoir aller vers la gestion de cette crise. Parce que entre les recettes de grand-mère qui circulent dans les réseaux sociaux, les plus insolites qui soient, qui guérissent le coronavirus, entre les prières dans les églises, je ne vais pas stigmatiser une communauté, entre les évêques qui marchent avec des statuettes noires dans les rues pour pouvoir exorciser le mal comme c'était un démon, et puis maintenant, tout le discours médical qui est autour de la prise en charge du coronavirus, entre ceux qui disent qu'il y a un traitement, il n'y a pas un traitement, on est en phase de test, on va observer tous ces autres-là. C'est là où le challenge se trouve. Et vous allez voir qu'au cœur de ces trois éléments que j'ai mis en scène, aussi bien le déni que la prise de conscience, que la prise en charge de la maladie elle-même, il y a la sensibilisation, ce qu'on appelle ici de manière globale la communication. D'accord. Je vous prie donc de suivre d'abord ce reportage que j'ai annoncé tout à l'heure. C'est un témoignage de Maître Claude Assira. Il a choisi d'apporter du sien pour sensibiliser le maximum afin d'une prise de conscience réelle de la présence de la pandémie au Cameroun. On le suit. À son atterrissage sur le tarmac de l'aéroport international de Douala le 17 mars dernier, le vol Air France AF800 a à bord 198 passagers, parmi eux Maître Claude Assira, avocat au barreau du Cameroun. Avec ceux des passagers qui n'ont pas pris la poudre d'escampette, il est mis en quarantaine dans l'un des hôtels réquisitionnés dans la ville de Yaoundé sur instruction du ministre de la Santé publique par mesure de précaution contre le coronavirus. Une quarantaine qui pour l'avocat présente des limites. La terrasse est disponible. Il y a beaucoup de gens qui y vont, qui jouent aux cartes, qui bavardent, qui font connaissance, qui sympathisent, qui boivent, qui mangent. Et puis les visiteurs extérieurs, j'en ai vu, qui viennent rendre visite aux confinés, restent dans cet espace-là. C'est le seul espace de convivialité, d'échange et de rencontre dans la chambre. Mais les conditions du confinement absolu ne me semblent pas, au travers de ce que je peux me faire comme idée d'un confinement ne me semble pas réuni, puisqu'il y a ce contact-là, il y a des gens qui vont et viennent et qui sont donc susceptibles ou de rapporter des microbes ou éventuellement de partir avec des microbes. Pas le droit de sortir de l'hôtel. Les employés sont à leur disposition et 2 médecins observent pour détecter les sujets présentant des symptômes du coronavirus. Maître Claude Assira indique que certains passagers du vol Air France mis en quarantaine dans d'autres hôtels à Yaoundé ont récemment subi des tests au centre de prélèvement aménagé au Palais des Sports. De leur côté, ils sont toujours dans l'attente d'être soumis au même examen médical. Dans notre hôtel, il y a eu un cas, on nous a signalé un cas suspect qui a passé des examens il y a 2 jours. Il m'a envoyé un message me disant qu'il vient de recevoir ses résultats et qu'ils sont négatifs. Donc voilà. Mais nous tous, collectivement, on n'a pas reçu le test et quand on interroge les médecins, eux-mêmes, ils donnent parfois des réponses qui sont totalement contrastées. Parce que d'une part, ils nous disent que non, on ne fait pas de test systématique, mais après, on se rend compte que si, il y en a quand même qui font le test systématique. Bon. Donc nous, notre état, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que nous, on est censé attendre sur place. Si dans le délai médicalement ou scientifiquement indiqué, on n'a pas développé la maladie, dans 14 jours, on sera libre de partir. Il nous reste encore actuellement 7 jours. Rappelons que toutes les personnes en provenance des pays à risque et leurs familles respectives sont appelées à plus de responsabilités par le ministre de la Santé publique. Voilà donc l'essentiel des éléments qu'on voulait vous présenter ce soir pour une mise en bouche de cette émission. Marlise, vous vouliez tout à l'heure nous conter des expériences que vous avez vécues par rapport à cette pandémie ici. Oui, je voulais partager les expériences que j'ai vécues, pas pour stigmatiser, mais pour démontrer à quel point le déni est réel. Et à côté du déni, il y a la légèreté, l'insouciance, l'inconscience. Nous avons tous entendu parler de la maladie. Nous avons tous lu ce qui circule dans les réseaux sociaux. Quand le gouvernement du Cameroun, à travers le message qui nous a été délivré par le Premier ministre, a demandé à chaque Camerounais d'observer les 13 mesures, qui ne sont quand même pas compliquées.
Il faut dire que ce n'est pas compliqué. Ce qu'on nous demande là n'est pas compliqué. C'est vrai, de temps en temps, on peut être mal pris, mais en respectant ces mesures, on se met déjà nettement à l'abri de la maladie. Comment pouvez-vous expliquer que les gens continuent à organiser des obsèques qui réunissent des centaines de personnes, alors que ces personnes sont censées savoir que ce virus existe, qu'il y a déjà des porteurs, parce que dès qu'il y a les 60 cas connus, ça veut clairement dire qu'autour de ces 60 cas, il y a déjà des personnes qui sont porteurs du virus. Alors, pourquoi prendre le risque de mettre les gens ensemble? Moi, j'ai choisi, en tant que leader et responsable, de dénoncer. Chaque fois que je suis dans une situation où je me rends compte que les gens ne sont pas en train de se préserver et de préserver leur entourage, j'appelle les forces de l'ordre. Parce que là, il faut passer à la vitesse supérieure. Communiquer seulement ne suffit pas. Il faut absolument que la force publique soit là pour rappeler les gens à l'ordre. Je suis allée m'incliner, en fait, quand j'allais à la cathédrale ce jour-là, je pensais qu'il y avait exposition du corps et qu'on permettait aux gens de s'incliner pour le dernier hommage à la personne qui était décédée. Quand j'entre dans la cathédrale, je trouve 300 personnes. Et je trouve le prêtre en train de dire une messe de requiem qui respectait pratiquement toutes les étapes. Donc, il maintenait 300 personnes dans un lieu fermé où les gens chantent, où les gens parlent. Pendant 1 heure de temps, est-ce qu'il a mesuré le risque qu'il a fait prendre à toutes ces personnes? Est-ce que ces personnes elles-mêmes, qui pour la plupart sont des personnes éduquées, ont estimé qu'ils ont posé un acte citoyen? Parce que qu'on s'expose seul, ok, mais à partir du moment où on sait que quand on s'est exposé, on expose sa famille, on expose ses amis, je pense qu'on doit faire attention. Ce n'est agréable pour personne. L'autre jour, on a pris la décision de ne plus accepter que le Parc des Princes reçoive des jeunes qui généralement viennent soit pour faire du sport, soit pour danser, pour je ne sais pas trop quoi. Mais nous avons dit, on ne va pas les chasser comme ça, on va en profiter pour leur faire un peu la leçon. Pour leur dire... Question de sensibiliser. Question de sensibiliser, leur dire que non, c'est pour votre bien. Parce que vous ne savez même pas si moi, votre maman, je suis déjà malade. Donc, évitez pendant 2 semaines, 3 semaines, le temps qui nous sera indiqué, de venir ici, parce que quand vous êtes là, nombreux, tout peut se passer. Eh bien, il y a quand même, il y a beaucoup de jeunes qui sont partis, il y a quand même un groupe qui a résisté, disant que non, nous créons une psychose, oui, on ne veut pas qu'ils se En fait, finalement, c'est eux qui vous font la leçon. C'est eux qui nous font la leçon. Alors, je n'ai pas hésité, j'ai appelé le commissaire central. Le commissaire central est arrivé en personne avec une équipe. Il m'a entendu parler, il a suivi mes arguments. À un moment donné, il m'a dit, « Honorable, vous en avez suffisamment dit, je pense que les enfants ont compris, rentrez chez vous. » Je suis entré chez moi et il a demandé à ces éléments de mettre... Moi, je pense qu'il faut qu'on ait le courage de le faire, quitte à ce qu'on ait une réputation de quelqu'un de pas gentil, mais il vaut mieux que chaque adulte veille à ce que ces instructions prises par le gouvernement soient respectées. Parce que les gens, moi j'entends les gens dire le gouvernement n'en fait pas assez, le gouvernement n'a pas été proactif, le gouvernement... Mais le gouvernement s'adapte au jour le jour parce que la vitesse est telle que dès qu'on a pris une mesure, pratiquement, il faut la dépasser très rapidement pour aller vers autre chose. Et c'est nous qui pouvons aider le gouvernement en devenant des citoyens respectueux de la loi. Et je pense que si vraiment on le fait, le risque sera maîtrisé et nous n'irons pas vers une catastrophe. Malise, oui? sur la question que je reviens sur vous là tout à l'heure, mais je la pose d'abord à Aristide, m'inspirant d'ailleurs de ce que vous dites. Le constat général quand même que l'on fait, c'est que pour l'essentiel, j'ai failli dire des inconscients qui s'expriment sur la question, c'est de dire
Mais c'est bien de nous demander de faire ces prescriptions. C'est bien beau que le Premier ministre ait pris ces mesures, mais seulement au sommet de l'État, on observe que ces mesures ne sont pas véritablement respectées. Évidemment, l'exemple le plus patent, le plus parlant, ces derniers jours, je comprends, c'est celui du président de l'Assemblée nationale, dont on pense qu'il n'a pas totalement respecté les mesures, sans compter les autres personnalités. Les gens donnent l'impression que pour qu'eux se mettent en sécurité sanitaire, ils regardent comment se comporte le haut Aristide Bituka. Vous avez vu, dans ma première prise de parole, j'ai insisté abondamment autour d'un concept, l'anomie. L'anomie en sciences sociales, pour nous, se définit comme une situation généralisée de la non-norme, c'est-à-dire que rien n'est respecté. Et quand vous cherchez, d'un point de vue de l'anamnèse, à comprendre qu'est-ce qui explique pourquoi les Camerounais ne respectent rien, il ne faut pas être intelligent. Il faut comprendre que c'est le logiciel du RDPC qui fonctionne depuis 40 ans qui nous a plongé dans ce chaos sociétal. C'est-à-dire qu'on a laissé faire et aujourd'hui, il est devenu difficile de pouvoir contrôler. C'est-à-dire que lorsque vous êtes face à une situation et vous essayez, parfois même de manière objective, avec des arguments scientifiques, à faire des formulations qui peuvent régler la crise, on vous dit non, vraiment, nous on ne veut pas créer les tensions, vraiment, nous sommes dans une démocratie apaisée, vraiment, il faut sauvegarder les équilibres. Et c'est cette logique-là, aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, moi, je pars de l'hôtel pour ici, et avant de prendre le taxi qui m'amène, j'ai vu au niveau de Ange Raphaël des bars connus avec une allure d'une porte fermée, mais vous savez pertinemment qu'à l'intérieur, il y a des gens qui sont en train de boire. D'autant plus que l'une des mesures, c'est de fermer les débuts de boissons à partir de 18h. À partir de 18h. Or, je vous dis, arrivez dans les coins chauds de Douala, vous allez trouver ces bars ouverts à l'heure où je vous parle. Et parfois, vous arrivez, vous trouvez que le policier qui est supposé faire en sorte que la mesure soit respectée, lui-même, comme on dit au quartier, on l'a géré. Et il se transforme plutôt à celui qui essaie d'assurer la sécurité dans l'insécurité dans laquelle ces Camerounais sont en train d'évoluer. Pour dire quoi? Pour dire à l'honorable que la citoyenneté ne se décrète pas. C'est-à-dire que lorsque vous avez un enfant qui a été éduqué dans le désordre, je vous assure, même devant la plus grande crise, vous allez beau lui expliquer cette chose-là, mais ça va prendre un certain temps pour qu'il puisse s'adapter. Moi, je suis au niveau du parti, le responsable de l'Académie citoyenne. Absolument. Et toute cette semaine, nous essayons de sensibiliser les Camerounais à l'idée d'un confinement total qui pourrait arriver si on ne respecte pas de manière drastique les 13 mesures qui ont été dictées. Et la thématique de ce matin, c'était de se demander, les Camerounais sont-ils prêts à accepter le confinement total au cas où il viendrait à être décidé? Mais vous allez être surpris par les réponses que les gens vous donnent. Qu'on va nous demander de nous confiner, que c'est l'État qui nous nourrit, c'est l'État qui paye nos loyers, c'est l'État qui nous donne à manger. Mais voyez à quel niveau le Camerounais regarde l'État. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui lui est extérieur, c'est quelque chose dont il n'a pas nécessairement, j'ai envie de dire, une certaine appropriation. Il estime que c'est quelque chose qui est ailleurs. Et ce sentiment s'est construit. Tout à l'heure, vous parlez du PAN. Le ministre de la Santé... Dans l'Assemblée nationale. Voilà. Le ministre de la Santé, peut-être le plus jeune du gouvernement, mais dans sa démarche, laissait voir de manière très claire les orientations qui étaient les siennes dans sa communication. Première communication, il nous parle d'un vol d'Air France qui est arrivé un samedi, le fameux samedi. Absolument. Et où il indique que dans cet avion, il y avait quelqu'un qui était testé positif au coronavirus et invitait les autres passagers de manière responsable à se mettre en quarantaine en attendant qu'un éventuel test puisse se produire. Quand le ministre de la Santé l'a dit, vraiment, il ne revient pas au ministre de la Santé de pouvoir maintenant s'assurer que les passagers qui étaient dans cet avion-là respectent dans un premier temps la mise en quarantaine et dans un second temps que les tests suivent pour s'assurer effectivement qu'ils ne sont pas contaminés. Ça, c'est le cas de Yaoundé. Mais vous avez vu ici à Douala les deux avions qui sont arrivés où le gouverneur lui-même,
était à l'entrée de l'aéroport, estimant que personne ne doit sortir de l'aéroport sans qu'il soit orienté vers les hôtels qui avaient été réquisitionnés pour ce confinement. Mais allez voir ce qui s'est passé ce jour-là. Vous avez des apparatchiks de ce système qui avaient leurs épouses et leurs enfants dans ces avions, qui estimaient que c'est impossible que leurs enfants puissent aller en confinement. Et par des tours de passe-passe d'anomie, ces enfants et ces épouses-là sont sortis de l'aéroport sans être mis en confinement. Ceux mêmes qui sont allés en confinement, c'est même ça qui est tellement amusant, où vous avez soit de la famille qui quittait le quartier pour venir prendre soit un paquet de bonbons que le frère a ramené de France, quelqu'un a ramené une chemise, et parfois même, ce qui est dramatique, je ne veux pas stigmatiser nos jeunes sœurs, il fallait que non, le gars qui est venu de Mbeng, que j'ai lui dit bonjour, tous ces autres-là, et au vu de quelques forces de l'ordre qui étaient stationnées devant ces hôtels, qui n'arrivent pas à faire respecter la loi. Du coup, quand vous avez une situation comme celle-là, je vous dis, monsieur Dipita Tongo, il y a de fortes chances qu'on aille vers l'hécatombe avec la survenue des premiers cas de décès de cette pandémie, que beaucoup continuent à prendre comme un jeu. Comment vous pouvez expliquer que des intellectuels sur des plateaux de télévision vous disent que la chaleur tue le coronavirus? Alors que vous avez l'Arabie Saoudite qui est frappée de plein fouet, vous avez le Qatar qui est frappé de plein fouet, vous avez du côté de l'Asie du Sud-Est, la Thaïlande qui est pratiquement en termes de conditions climatiques proches des nôtres, qui est frappée de plein fouet. Et vous savez, nos populations qui croient plus aux conneries et moins à la vérité. Comment donc on va donc, dans une situation comme celle-là, aller vers une prise en compte sérieuse? Sur la question du PAN, vous savez que vous avez également été amplement repris au PCRN. On a vu les députés nouvellement élus aller dire bonjour au président de l'Assemblée nationale, parmi lesquels le président Cabral Libi. On a vu Noran Molu et tout ça. Et évidemment que les réseaux sociaux ne vous ont pas loupé. Non, ils ne nous ont pas loupé. Et vous savez que nous sommes actuellement dans un contexte de cannibalisme politique, c'est-à-dire toute opportunité qui permet de faire gicler le sang sur des murs. Les Camerounais adorent ces choses. Vous pensez sérieusement que nos députés sont aussi inconscients que ça pour pouvoir aller non seulement s'exposer eux-mêmes, exposer leur famille et exposer la grande famille du pays. Je ne veux pas le dire, mais justement, on veut comprendre. La photo est claire. Regardez, il y a une distance entre le président Cabral Libi et le président de l'Assemblée nationale. Et la députée que vous évoquez, elle a son gant, elle a son masque, et la distance est respectée. Mais il est censé être en confinement, si on s'en tient. Alors, c'est le président Cabral Libi qui doit contraindre le PAN à aller en confinement. Ce sont ses collègues membres du gouvernement. Le président Cabral Libi aurait pu se contraindre, lui, d'y aller. Non, mais je dis donc que vous voyez donc où est-ce que vous amenez le débat. C'est-à-dire qu'au lieu de pointer un doigt sur je reviens avec elle sur les responsabilités. Oui, sur les principaux responsables. Mais comme vous faites partie de... Je reviens avec elle sur les responsabilités. Au lieu donc de faire appel aux principaux responsables, je vais chuter par un exemple, moi, qui m'amuse. Samedi dernier, un de mes voisins qui est pasteur d'une église réveillée a une campagne d'évangélisation. 200 personnes dans sa concession. Je me lève, je vais voir le chef de bloc pour lui dire, voilà quelqu'un qui est en train d'aller à marge des mesures édictées par le chef du gouvernement. Le chef de bloc m'a répondu que, mon frère, moi, les choses de Dieu, je ne me mêle pas de ça. Et je prends donc mon courage citoyen donc pour voir le pasteur en question. Je vous assure, les prières qui sont déversées sur moi, je ne suis pas sûr. Le ciel vous est tombé sur la tête. Mais tombé sur la tête. Parce qu'effectivement, eux, ils estiment que par la prière, on peut soit prévenir, soit guérir du coronavirus. Mais qui doit contraindre ces responsables religieux à fermer ces églises et ces chapelles? Il me semble que c'est le MINAT ici, en tant que ministère de tutelle, qui doit le faire. Mais j'ai l'impression que tout repose actuellement sur les mains du ministre de la Santé, qui, lui, n'a que le volet médical dans cette affaire. Sur cet aspect, je voudrais préciser qu'il y a eu un conseil de cabinet ce jour même à Yaoundé, tenu par, évidemment, conseil de cabinet présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement, dont on attend encore les résolutions. Mais je voudrais également noter que la plupart des confessions religieuses, j'ai failli dire classiques, ont quand même pris un certain nombre de mesures pour restreindre
la fréquentation des lieux de culte. Ça n'a pas été respecté parce que chez moi, maintenant, on compte 3 chapelles catholiques qui ont été scellées. Je dis bien scellées parce que on a constaté que ces mesures n'ont pas été respectées et ils sont allés au-delà de 50 personnes qui étaient attendues. Sur la responsabilité des gouvernants. Alors d'abord, un grand bravo à Monsieur le ministre. De la santé publique. De la santé, oui. Parce que je crois que nous sommes tous confinés. J'espère que lui-même est confiné, mais je crois qu'il lui ne dort pas. Il ne peut pas dormir et il ne dort pas. Et ça se voit. Et il essaye autant que faire se peut de maintenir un niveau de communication qui en même temps informe. Et douce mais percutante. Voilà, percutante et en même temps soutient. Donc mais vraiment, sur la question, on a l'impression effectivement qu'il est seul. Il est bon, seul je pense au gouvernail de ce bateau. Si on observe un peu comment ça se passe, évidemment, la pandémie n'est pas qu'au Cameroun, elle est mondiale, mais quand on regarde comment les autres gouvernements se déploient, c'est pratiquement chaque ministre dans son secteur qui vient expliquer, qui vient démontrer, qui vient justifier pourquoi est-ce que les mesures sont prises, qui montent, comme on dit, au créneau avec des experts. Mais ici, depuis que la pandémie s'est révélée, on ne voit pratiquement que le ministre de la Santé publique. Bon, disons que très tôt, on l'a vu et on continue à le voir, mais ils sont en train de s'organiser pour que chacun trouve son couloir et s'exprime. Mais je sais par exemple que le ministre des Transports, c'est déjà... également voilà, un certain nombre, du moins, a rappelé un certain nombre de mesures prises. Et voilà, donc j'ai également vu le ministre de l'Enseignement secondaire, Jacques Fabdongo. déjà secondaire. Ah, secondaire, oui, supérieur. Donc, je pense que ce qu'il faut maintenant, c'est une synergie. Mais sinon, chacun a quand même pris sur lui, dans le couloir propre qui est le sien, de prendre des mesures qui s'imposent et qui concernent le fameux CCC, c'est-à-dire la communication en vue du changement de comportement. Mais je pense qu'on a dépassé ce niveau-là. La communication ne suffit plus. Il faut plus que la communication pour qu'on s'assure que les mesures sont viables, sont pertinentes, respectables. Okay. Respectables. Vous savez, quand on observe ce qui se passe dans notre pays, et je voulais dire tantôt au docteur. Oui, docteur Aristide Bitoga, que je connais par ailleurs dans le cadre de la lutte contre la malnutrition. D'abord, nous avons tous tort, à l'heure qu'il est, de chercher des boucs émissaires. Je pense que la lutte est globale et que chacun de nous doit la mener. Oui, mais deuxième, loin du bouc émissaire, est-ce que ce n'est pas le lieu d'interpeller, pas peut-être pour les criminaliser ou alors pour dénoncer à ce moment, mais pour leur rappeler qu'ils ont des responsabilités. Pour les booster. Pour les booster, non, rappeler déjà qu'ils ont des responsabilités à prendre. Mais ils le savent. Pour, évidemment, je veux dire, pour désensibiliser le grand nombre. Je veux dire que, fatalement, c'est ça, et Aristide Bitoga le disait tout à l'heure, le citoyen regarde le gouvernant. Alors, mais si le gouvernement ne fait rien, le citoyen a l'impression de ne pas vouloir se bouger. Attendez, il y a des domaines dans lesquels les citoyens, sauf si ils sont déjà, comment dirais-je, ils sont pas citoyens, mais le gouvernement ne peut pas vous dire allez trancher la tête de votre fils et vous tranchez la tête de votre fils. Non. Là, il s'agit de la vie de chacun d'entre nous. Donc la solidarité doit être totale et globale. Tout à l'heure, il a parlé de son action. Il est allé voir le chef de bloc. Il n'a pas eu de réponse favorable. Il est allé voir le pasteur. Il a été abondamment béni par le pasteur. Mais la bonne personne, c'était la police. C'était la police. Donc il faut pas... Encore que j'ai ces moyens pour me déplacer vers le 9e pour pouvoir aller déposer barricade, madame l'honorable. Docteur, c'est quoi? Ça prend un taxi? Ça prend quoi? Ça prend un taxi. Oui. Je veux dire que à ce niveau-là, oui. Le chef de bloc qui est déjà de manière décentralisée, le représentant du sous-préfet à ce niveau-là, si lui-même il avait conscience que au-dessus de lui, les choses fonctionnaient, c'est lui qui doit à ce niveau-là interpeller, parce que ce pasteur est d'abord et avant tout résident d'un espace qui lui est reconnu du point de vue administratif sous son autorité, vous comprenez? Mais c'est devant l'échec de cette autorité traditionnelle
que moi, le citoyen, j'engage d'autres démarches. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des numéros de téléphone. Non, je ne dis pas que ce que vous avez fait n'est pas bien. Non, vous avez bougé. Vous avez estimé que vous aviez quelque chose à faire. Oui. Et vous l'avez fait. Maintenant, c'était insuffisant. À partir du moment où vous n'avez pas atteint votre objectif, il y a des numéros de téléphone qui nous ont été communiqués. Vous appelez, vous ne vous déplacez pas. Mais alors, pour moi, nous devons appuyer notre gouvernement. Je voudrais oui. vous terminer, et puis je voudrais, alors parce que excusez-moi, je vous ai interrompu, mais je voudrais qu'on découvre ensemble la déclaration spéciale du Premier ministre. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu un conseil de cabinet tout à l'heure à Yaoundé, et cette déclaration concerne la stratégie gouvernementale de riposte face à la pandémie du coronavirus. Le Premier ministre constate malheureusement, du moins, il rappelle le constat que le coronavirus est effectivement présent au Cameroun. Le deuxième constat majeur est que certaines mesures de restriction prescrites par le chef de l'État ne sont pas respectées. Évidemment, ces mesures dans le but de limiter l'expansion de ce virus dans notre pays. Il s'agit particulièrement la fermeture systématique des débits de boissons, les restaurants et autres lieux de loisirs, l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, l'interdiction de surcharge dans les bus, taxis et mototaxis, la restriction des déplacements urbains et interurbains, la régulation des flux des consommateurs dans les marchés et centres commerciaux, le respect des règles d'hygiène et de la mesure de distanciation sociale édictée par l'OMS. Et le Premier ministre rappelle donc que le coronavirus se diffuse rapidement dans des lieux de grande concentration. À cet égard, les personnes qui refusent d'observer ces mesures de restriction sous quelque prétexte que ce soit mettent en danger leur propre vie, celle d'autrui et de la nation. Alors, les actes d'indiscipline, d'insouciance, voire d'inconscience qui ont été observés ces derniers jours contribuent fortement à l'expansion de cette pandémie dans notre pays. C'est pourquoi le Premier ministre rappelle les mesures de restriction qui ont été prises. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de riposte contre le coronavirus seront désormais appliquées avec la plus grande rigueur et les contrevenants seront punis. Il rappelle évidemment la loi, l'article 260 du Code pénal qui punit d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans celui par qui, par sa conduite, facilite la transmission d'une maladie contagieuse et dangereuse. Dans cette optique, les autorités administratives et municipales ainsi que les forces de maintien de l'ordre ont été instruites de renforcer les contrôles et de prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires afin que les mesures prescrites par le chef de l'État soient respectées. Pour conclure, le Premier ministre précise, pour dissiper certaines rumeurs abondamment véhiculées à travers les réseaux sociaux depuis quelques jours, qu'aucune décision de confinement total ou partiel de la population n'a été prescrite par le chef de l'État. Au demeurant, il est indispensable de limiter les rassemblements ainsi que les déplacements non essentiels et de respecter les consignes déjà indiquées afin d'éviter que la propagation du virus conduise à une grande restriction des activités utiles à notre vie quotidienne. Voilà un peu la déclaration du Premier ministre. Je voudrais spécialement remercier ce téléspectateur, cet observateur spécial et un très cher ami à STV qui nous l'a envoyé. Certainement qu'il ne voudra pas que je révèle son nom, mais vraiment merci, cher aîné, de nous avoir envoyé cette déclaration-là. Donc, d'abord, le gouvernement, premier constat qu'on peut faire, il n'y a pas de nouvelles mesures de restriction parce qu'évidemment, ces dernières semaines, ces derniers jours, beaucoup pensaient que le gouvernement prendrait des mesures de confinement total. Alors, les 13 mesures restent, mais le Premier ministre constate qu'il y a 4, 5 ou 6 mesures qui ne sont pas entièrement respectées. On a l'impression, Aristide de Togala, qu'il y a comme un point qui est tapé sur la table pour interpeller les autorités administratives et policières désormais. Les sanctions vont peut-être suivre. Non, peut-être avant de répondre directement, poser la question à l'honorable, où est le chef de l'État, qui est le commandant en chef dans le cadre de cette crise sanitaire que nous traversons. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous avez pris moult exemples de pays où on voit les chefs d'État prendre le bâton de commandement pour donner le cap aux populations pour pouvoir
s'aligner à ce qui est en train d'être fait. Mais vous avez vu, nous avons mis une pression la semaine dernière qui a abouti samedi au SMS qu'on nous a envoyé. C'est vrai que c'était d'un point de vue symbolique assez intéressant de voir le chef de l'État qui vous écrit lui-même et qui vous rappelle quelques règles d'hygiène à respecter pour pouvoir venir à bout du coronavirus. Mais on souhaiterait voir le chef de l'État prendre la parole, peut-être pour 15, peut-être pour 20 minutes. Ce que ça changerait, c'est que la charge symbolique qu'un chef de l'État a, 71% qu'il a eu en 2018, ça veut dire que le peuple l'aime. Son chef de gouvernement... Non. La preuve est que dans le chef de gouvernement, lui-même pas ses propres collaborateurs et collègues, nous ont démontré la semaine dernière qu'il n'est que le premier des ministres et non le chef du gouvernement. La preuve est que le Parlement nous a servi un son discordant. Vous voyez même au sein même de l'élite gouvernementale, je vous ai pris le cas de ces avions qui sont arrivés où on n'a pas pu respecter les mesures de confinement qui étaient prescrites. Ça prouve à suffisance qu'il y a besoin, dans le cadre de notre pays, de pouvoir avoir chaque fois le chef de l'État taper du poing sur la table pour que les choses bougent. C'est peut-être pour le cas du coronavirus, mais on a également vu pour la crise anglophone, les Camerounais, les hommes politiques, la société civile, on a appelé au dialogue. Il a fallu que le chef de l'État puisse dire il est temps qu'on aille au grand dialogue. Le grand dialogue s'est tenu. Donc je pense que, puisqu'il nous a habitués à être celui qui donne le cap, il est important également que pour cette situation, c'est qu'il puisse donner le cap. Maintenant, pour revenir à votre question, Tipita, je vous ai dit tantôt que il est aujourd'hui difficile d'aller au-delà de ces 13 mesures. Parce que vous êtes obligé d'aller vers le confinement total si on veut juguler cette pandémie. Puisque là, on n'invente pas la roue. Les pays qui ont appliqué ces mesures-là sont en train de sortir de manière progressive de cette morbidité et cette mortalité liée au Covid-19. Je vous ai pris le cas de la Chine qui est en train de sortir haut la main de cette affaire. Vous avez des États comme la Russie, la Corée du Nord, la Corée du Sud, Singapour, le Japon, qui ont mis en place un certain nombre de mesures qui sont respectées et qui font qu'aujourd'hui, on parle très peu de cas de décès. Même si les profondeurs de cette thèse, est-ce que la Corée du Sud, elle n'a pas eu besoin de passer par le confinement? Non, justement non. Parce que pour ceux qui sont allés en Corée du Sud et peut-être à Singapour, j'ai envie de vous dire que la citoyenneté dans ces deux pays est presque devenue, j'ai envie de dire, innée chez ces populations. Et donc le respect des normes édictées de ce côté-là s'est fait de manière consensuelle par les populations sans qu'il y ait eu un gendarme derrière ces populations. Or, aujourd'hui, le Premier ministre, dans sa communication, se rend à l'évidence que les Camerounais n'arrivent pas à respecter quel type de mesures? Les mesures qui concernent le quotidien des Camerounais. Parce que lorsque vous avez pendant 40 ans montré aux gens que la voie royale pour sortir des problèmes de la crise économique, du chômage, du sous-emploi, c'est la bière, il devient difficile aujourd'hui d'expliquer à un Camerounais que du jour au lendemain, il doit rentrer chez lui à 18h et il ne doit pas boire la bière, tous ces autres-là. Donc je pense que aujourd'hui, le coronavirus vient mettre en lumière les failles de notre modèle de gouvernance et nous interpeller pour réorienter le tir si on va aller vers l'élimination du Covid-19. Sur les mesures, du moins le rappel. Le rappel oui, cette communication spéciale du Premier ministre. Elle était très importante parce qu'une fois de plus, elle rappelle ces 13 mesures qui ne sont pas compliquées. Et moi, je suis très embêtée quand on est face ou à la veille d'une situation qui pourrait être qualifiée de catastrophique, qu'on y mêle des préoccupations ou alors des rancœurs ou des rengaines du style « oui, c'est parce que pendant 40 ans, on a… » Non, on n'a pas, c'est pas pour ça qu'on doit mourir. Ce n'est pas pour ça qu'on doit mourir. Et je ne pense pas que le Cameroun est le seul pays qui est face à cette situation d'incivisme. Il y a beaucoup de pays qui sont confrontés à cela parce que justement, cette maladie vient nous bousculer dans notre vécu quotidien et nous touche pratiquement à la peau. Donc c'est compliqué. La vérité, c'est que c'est compliqué. Et ça nous apprend même à vivre autrement. Combien de parents connaissaient le nombre de dents qu'il y avait dans la bouche de leurs enfants?
Pas beaucoup, hein, parce qu'on avait perdu l'habitude de vivre en famille, de profiter de nos enfants, d'éduquer nos enfants, de parler à nos conjoints, même si le WhatsApp continue à occuper une place très importante. Mais je veux dire que cette maladie va nous mettre face au mur, face à notre réalité quotidienne. Il faut qu'on revoie notre façon de vivre. Et ça n'a rien à voir avec ce que vous semblez dénoncer, du style oui, les Camerounais boivent la bière, etc. Non, il faut absolument qu'on passe à quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où les Camerounais sont dans le déni, ou alors qu'ils ont l'impression que le gouvernement fabrique une psychose pour les embêter, il faut qu'on passe à autre chose, c'est-à-dire qu'ils apprennent que ce n'est pas un délire, que le corona existe vraiment. C'est pour ça que moi, je suis pour l'information sur ce qui se passe dans les hôpitaux. Il faut que les gens voient comment les gens sont en détresse dans les hôpitaux. Ce n'est pas le jeu. Pourquoi cacher cela? Et peut-être que ça va les choquer, ça va les amener à comprendre que c'est sérieux et qu'il ne faut pas qu'on y arrive. Pourquoi cacher cette information? Moi, si j'avais le ministre de la Santé face à moi, je lui dirais, Monsieur le ministre, expliquez-moi pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de reportage sur la prise en charge actuelle dans les hôpitaux? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas suffisamment parler le corps médical qui doit être sous pression et qui n'a pas besoin de plus de cas que ceux qui sont déjà là? Pourquoi est-ce qu'on ne nous montre pas ce qui se passe en Italie pour que les gens voient la catastrophe qui est en train d'être vécue là-bas? Là-bas, ce n'est pas Paul Biya qui dirige. Hein. En Italie, ce n'est pas Paul Biya. Non. Donc, non, ce n'est pas Paul Biya qui dirige. Vous avez vu la Russie. La Russie a été obligée, je ne sais pas si c'est une information officielle, de lâcher les fauves dans la rue pour amener les gens à respecter les mesures. Pourquoi? Parce que c'est difficile de se remettre en cause, en question du jour au lendemain. Et pourtant, il faut qu'on y arrive. Donc, moi, je pense qu'on va se distraire. Si à chaque fois que quelqu'un de l'opposition prend la parole, c'est juste pour indexer le gouvernement qui n'a pas fait depuis 48 ans. Alors, on n'a pas fait depuis 48 ans. Et vous, tu veux mourir? Toi, tu veux mourir pour ça? Alors, non, moi, je ne veux pas mourir. On peut considérer que peut-être dès demain, des sanctions vont être prises à l'encontre des contrevenants. Et il faut plus de solidarité. Des sanctions vont être prises. Docteur, s'il vous plaît. Moi, je reconnais votre parti comme un parti qui a compris la nécessité d'être républicain. Merci. Et pour cette raison-là, je voudrais pouvoir vous compter parmi les partis qui soutiennent la lutte et le gouvernement. Oui, mais Malise Rose... Ce matin, par exemple... Oui, mais Dipita, toi, tu es de ce parti. Non, du tout, mais je veux dire que je modère le débat. Donc, pour répondre à l'honorable, ce matin, nous avons saisi le ministre de la Santé avec une proposition concrète. Vous avez dit, la simple communication à elle seule ne suffit plus. Et nous avons estimé qu'il était important aujourd'hui qu'une armée, entre guillemets, de jeunes assez outillés sur les B.A.B.A. du coronavirus doivent, avec des flyers, des prospectus, circuler. Ce que le maire de la ville a commencé à voilà, c'est-à-dire que nous, on a une descente de ce type. Donc, on a élaboré une note d'information à l'attention du ministre de la Santé pour vous montrer notre engagement citoyen à résoudre cette crise. Et nos députés, depuis la fin de la semaine dernière, sont à distribuer et des gels hydroalcooliques et des jerrycans avec des robinets pour faciliter le lavage des mains et autres. Ouais. C'est pour vous dire que, en même temps, il faut dénoncer ce qui ne va pas, mais nous ne sommes pas dans la dénonciation évasive, c'est-à-dire que nous proposons également et nous agissons. Moi, je voulais vraiment le rappeler pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a un quelconque acharnement. Mais c'est important qu'on le retienne. Vous parlez des mesures et des sanctions qui vont être prises. Elles seront difficiles d'être implémentées parce que lorsque vous allez fermer le bar du beau-frère, de la belle-sœur, de la tante 2, c'est celui qui est au-dessus de celui qui a fermé qui va vous appeler pour vous dire que, maman, mon frère, si tu es sûr que tu peux donner à ces personnes 200 000 chaque jour, ferme. C'est des témoignages que nous avons au quotidien. Des acteurs de décision au niveau décentralisé qui parfois peinent
à pouvoir eux-mêmes appliquer dans leur zone de commandement un certain nombre de directives édictées parce que, comme on est dans un contexte où chacun protège ses prébendes, chacun protège son précaré, il n'est pas facile. Et ça, honorable, il faut qu'on le dise. Lorsqu'on va vers une prise en charge d'une pandémie comme celle-là, Dipita, au Sénégal, on a vu le président Macky Sall, au-delà des mots, débloquer de l'argent pour pouvoir prendre en charge les Sénégalais qui vont être mis à mal avec cette méthode de confinement. Parce que le confinement suppose que les gens ils vont fermer leurs boutiques, ceux qui avaient leurs petits emplois précaires, ils ne vont plus vaquer à leurs occupations, il faut payer le loyer, il faut. Je pense que dans des contextes comme ceux-ci, l'État, tout à l'heure vous parlez de l'économie solidaire, l'État doit donc pouvoir ici, dans un contexte d'une crise importante comme celle-là, mettre en place des mesures d'accompagnement. On va y arriver. On va certainement y arriver. Vous pensez qu'actuellement, ils font quoi? Si ce n'est pas se concerter et trouver les voies et moyens pour qu'on rattrape tout. Sauf qu'on vous dira que ça prend le temps, parce que lorsqu'on compte déjà des morts... Le ministre de la Santé estime que nous ne sommes pas encore à un niveau d'alerte qui nécessite absolument... Dipita, la photographie épidémiologique qui est la nôtre est celle qui était celle de l'Italie il y a 3 semaines. Et aujourd'hui, l'Italie compte en moyenne par jour 600 cas de décès. Je crois qu'il est plus que urgent aujourd'hui pour que le gouvernement et tous ses autres partenaires puissent aller vers une solution drastique pour pouvoir confiner dans la plus simple expression ce coronavirus. Il y a aussi quelque chose que j'ai perçu, c'est que un peu à l'instar de ce qui se passait avec le sida, on a l'impression que les gens, quand ils s'imaginent malades, ils pensent que c'est un péché ou alors quelque chose qu'il faut cacher. Mais non, nous sommes tous là et ça peut arriver à n'importe qui, mais c'est dans l'air. C'est dans l'air. Donc, il ne faut pas que les gens aient l'impression... J'ai vu les réactions après un décès qui a eu lieu dans cette ville, la façon dont les uns et les autres ont réagi. On avait l'impression que c'était une mort honteuse. Mais non, pas du tout. Ce n'est pas une mort honteuse. C'est une mort, j'allais dire, une mort idiote. Une mort idiote parce que si nous ne prenons pas toutes les précautions qu'il faut, nous allons mourir de manière idiote. Justement, cette mort, celle de Achille Mokori, personne a quand même suscité la polémique et vous avez réagi. Vous avez réagi là-dessus. Je rappelle, c'est l'oncle de Patrick Mboma qui a fait par tweet hier annoncer son décès suite au coronavirus. Et puis après, toute la journée, ça a suscité la polémique parce qu'il y a eu des réactions d'abord de nos confrères de la télévision nationale qui ont semblé vouloir démentir. Le directeur général de l'hôpital à Quintini s'est rapidement reprécisé sa position. Et vous dites que ça a été mal joué sur la communication. Oui, je pense que ça a été mal joué parce que c'est comme s'il y avait quelque chose à protéger. Moi, je ne voyais pas ce qu'il y avait à protéger. Au minimum, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un décès qui porte des points d'interrogation. Et la façon dont l'inhumation s'est déroulée va dans le même sens. Donc, si on n'est pas sûr du genre de mort, au minimum, bon, on reste circonspect, mais on n'essaye pas de dire que non, il ne s'agit pas de ça. Qui gagne à taire une chose pareille? Et je me dis, à la limite, si donc Achille Mokori était mort de cela, c'est quelqu'un qui aimait la vie, c'est quelqu'un qui aimait les amis, c'est quelqu'un qui aimait la famille. Si, parce qu'il a accueilli des gens, il s'est retrouvé dans une situation difficile, il faut que son décès serve à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la prévention. C'est que chacun de nous fasse attention. Ton ami, c'est ton ami, mais quand il présente un risque, il vaut mieux ne pas l'embrasser. C'est tout. Mais je n'ai pas compris le but ou l'objectif visé par cette communication. Donc, j'ai eu à réagir pour dire que, pour moi, c'est malheureux, c'est bête qu'il soit parti de cette façon, si c'est vrai qu'il aurait été infecté par des amis. Mais bon, il est parti, le pauvre. Et maintenant, nous, il faut qu'on en tire des leçons. Autrement, sa mort aura servi à quoi? Alors, cela dit, désormais, Aristide, comment est-ce que
on peut, sans contrainte par la force, demander aux Camerounais, espérer que les Camerounais appliquent de la façon la plus rigoureuse possible, si c'est vraiment possible, les mesures édictées. D'autant plus que quand on observe tous les pays dans lesquels la pandémie sévit violemment, notamment, y compris les pays européens qui se réclament être des démocraties, on s'aperçoit que l'armée, c'est-à-dire que les forces de pratiquement troisième classe, comme on l'appelle là-bas, l'armée est obligée d'intervenir pour confiner les gens chez eux, pour dire rentrer à la maison. Ici, comment est-ce que cela peut être fait pour qu'effectivement les mesures prises par le gouvernement, déjà celles-là, en attendant peut-être d'autres plus radicales éventuellement si la pandémie poursuit son chemin chez nous, que chacun soit véritablement conscient? J'ai tantôt dit qu'il faut des mesures d'accompagnement lorsqu'on est face à des situations comme celle-là. Vous avez vu le président Macron est allé jusqu'à rendre, j'ai envie de dire, gratuit, j'ai entendu, le loyer, l'électricité, l'eau, l'accès à Internet, l'accès au câble et tout ce qui va avec. Parce que c'est du rôle régalien de l'État de pouvoir, en de pareilles circonstances, montrer la solidarité vis-à-vis des citoyens que nous sommes. Et donc, il devient difficile dans un pays comme le nôtre, où d'après les chiffres officiels, on a un tissu économique qui repose, on dit par là, 60-70% dans le secteur informel. Comment vous faites pour contraindre des gens qui sortent chaque matin pour aller chercher 1000 francs ou 2000 francs pour venir nourrir leur famille? Ce n'est pas possible. Comment on fait pour respecter les mesures de distanciation quand vous avez des couples ou du moins des ménages qui vivent dans un studio à 8 à 10 ici à Douala? Vous comprenez que l'environnement lui-même ne facilite pas l'implémentation des mesures comme celles qui sont édictées. Et c'est pour ça que nous autres, ayant pris la pleine mesure de ces 13 directives, nous nous sommes posé la question de leur applicabilité. Parce qu'il est d'une chose de prendre une directive, mais de s'assurer que le contexte est favorable à l'application de cette directive. Et c'est ça le plus difficile dans notre contexte, c'est-à-dire que la prise de décision au niveau gouvernemental n'est jamais adossée sur ce qu'on appelle l'evidence-based making. Je rappelais tout à l'heure que ce soit ici ou ailleurs, franchement. Mais allons-y donc. Les citoyens semblent avoir le même comportement. Mais allons-y. Vous avez pris la France, vous avez pris l'Italie. Mais au-delà de la démocratie de façade, quand vous arrivez à Châteauroux, vous n'avez pas le sentiment que vous êtes dans une ville africaine ou bien dans un quartier de Douala et autres. C'est-à-dire qu'on connaît très exactement les pays où on est en train d'aller vers une prise en charge réelle de cette affaire et des pays où on est en train de s'amuser. Tout à l'heure, l'honorable parlait de la honte qu'il y a à déclarer son statut. Comment nous autres, on sait que l'épouse du Premier ministre canadien a été contaminée au coronavirus, nous qui sommes au Cameroun? Comment on sait que Angela Merkel, la femme la plus puissante au monde, s'est mise en quarantaine et a été en contact avec son médecin qui lui-même était contaminé? Je crois que voilà des exemples de pays où on montre que en situation de crise, il n'y a pas à se cacher parce que celui qui cache la maladie devient un foyer important de transmission de la maladie. Regardez par exemple la difficulté que le ministre de la Santé a eu à se prononcer sur la situation du PAN. Il est presque embarrassé. Or, prenez le cas de l'artiste Manu Dibango. C'est sur la toile qu'il est décédé du Covid-19. C'est sur la toile. C'est-à-dire que ce n'est pas caché parce que ça permet qu'à des niveaux multiples, qu'on puisse prendre en compte que c'était un des nôtres. Il faut pouvoir régler tous ces autres-là. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Mais sur les 13, si déjà les Camerounais acceptaient à l'intérieur des 13 de faire ce qu'il y a à faire, rester dans un bar, c'est compliqué. Quitter un bar, c'est compliqué. À 18 ans en plus. À 18 heures. Parce que c'est l'heure après le travail. Oui. Est-ce que c'est compliqué? Ce que je veux dire, c'est que sur les 13, il y a effectivement
des mesures qui dépendent de l'individu. Qui dépendent simplement de l'individu. Qui ne prennent pas en compte, j'allais dire, l'environnement social de l'individu. Et même quand on est 8 dans un studio et qu'on a un père de famille qui est rigoureux, il y a un certain nombre de comportements qu'il peut édicter au sein de sa famille. Bon, la proximité sera là, ou la promiscuité sera là, parce qu'il n'y peut rien, mais au moins, il essaye d'observer le reste. Mais le drame, c'est que les gens te disent carrément que cette histoire-là, c'est une histoire inventée par les Blancs. Comment on fait pour laver les mains lorsqu'on n'a pas accès à l'eau potable, Madame le député? Écoutez, ça, c'est un souci. Je ne dis pas que ce n'est pas un souci. Mais ne le dites pas comme ça, parce que justement, souvent, les gens ont tendance à s'adosser à ce type d'argument pour dire que le docteur Aristide a dit qu'il n'y a pas l'eau. On va donc... Non. Alors, s'il n'y a pas suffisamment d'eau, on rationne. On dit par exemple, après les toilettes, on se lave les mains. Quand on rentre du dehors, on se lave les mains. Ça peut suffire. Je veux dire que les comportements responsables, chacun peut les adopter et les adapter au type de difficulté qui est le sien. Aujourd'hui, moi, j'ai demandé à tout mon personnel de maison de repartir. Après les salaires, j'ai dit, écoutez, rentrez chez vous, allez vous occuper des vôtres. Pourquoi? Parce qu'ils viennent tous les matins. Nous, on est dans le confinement. Mais tous les matins, ils partent de chez eux, ils entrent dans un taxi, ils arrivent à la maison et ils entrent dans notre intimité. On vit ensemble. C'est un risque supplémentaire. Alors, je ne le faisais peut-être plus, mais là, je vais commencer à balayer ma maison. Je ne le faisais peut-être plus, je vais commencer à laver le linge. Parce que c'est important. Pour que les 1 mois qu'ils feront dans la quarantaine, là, qu'ils soient quand même payés pour pouvoir les aider à payer le loyer. Je vais faire du mieux que je peux parce qu'effectivement, je sais que c'est des personnes qui ne vivent que de cet emploi. Et si cet emploi n'existe plus, bon, c'est vrai, ils ne viendront plus tous les jours, mais nous pouvons trouver un arrangement pour que, même si la totalité de la rémunération n'est pas versée, mais qu'ils aient quelque chose. Autrement, ils vivront de quoi? C'est ça. Alors, dès lors, sur les mesures du gouvernement, Marlise Rose, évidemment, il y a les plus simples. Les aéroports sont fermés. Ça, Mais les plus complexes sont... celle du bar, elle n'est pas compliquée. Hein. Je veux dire que c'est la volonté. Mais il y a quand même des questions de distanciation. Il y a qu'en même temps, les gens doivent aller au travail tous les matins. Les gens doivent prendre les moyens de transport. Absolument. Les gens sont dans les marchés. Il y a quand même un certain nombre de mesures également qui dépendent, du moins qui ne dépendent pas des individus, mais de la mobilisation, de la volonté réelle des pouvoirs publics. Et c'est peut-être pour celle-là que je demandais tout à l'heure, est-ce que dès demain, on peut s'attendre à des actions plus fortes, à des descentes de la police dans des endroits où on retrouve encore des récalcitrants? Par exemple, nous sommes à l'immeuble Kassab, nous avons un lieu de commerce en dessous, on ne va peut-être pas citer. On a pu observer que le premier jour, le chef de cabinet du gouverneur de la région du littoral est descendu pour sensibiliser, il a été pris à partie. Mais dès le lendemain, on a vu des agents de la police qui sont venus à l'entrée et qui désormais régulent l'accès à ce commerce-là. Mais seulement on voit quand même des rangs. Malheureusement, les gens ne respectent pas la distanciation, le minimum de 2 mètres. Alors ma question est de savoir si dès demain on peut donc s'attendre à ce que le gouvernement, avec la matraque, pas dire la matraque quand même. Mais le gouvernement agit déjà, mais j'essaye de me mettre à la place des pouvoirs publics. Il faut cet équilibre-là. Et ils se disent, voilà, effectivement, comme vous le dites, comme on n'est que sur les 50 cas, les 60 cas signalés, même s'il y a une présomption d'une population plus importante contaminée, il y a quand même qu'il va falloir trouver des solutions pour toutes ces personnes, comme il disait, qui sortent le matin pour aller chez... On ne va pas leur dire ne sortez pas. Ils vont manger quoi? Ils vont vivre de quoi? Donc le temps qu'on trouve des solutions pérennes et réalistes, bon, je pense que le gouvernement laisse un peu de flexibilité. Ils savent que c'est dangereux, mais pour l'instant,
ils ne peuvent pas dire aux gens ne sortez pas de chez vous pour aller chercher de quoi vivre. Bon, malheureusement, ça va prendre de l'argent. Ça, c'est clair que ça va prendre au gouvernement une décision qui aura une incidence financière forte. Et je pense que le gouvernement n'hésitera pas. Cet argent, il est là pour nous, il est là pour le peuple camerounais. Quand on est dans des situations aussi difficiles, aussi précaires, la solidarité va certainement jouer. Moi, je n'ai aucune inquiétude. Ça va se faire certainement dans les jours qui viennent, mais il faut que les choses puissent être mises en place. Autrement, on n'y arrive pas. Vous recommanderez au gouvernement de prendre la matraque et de se faire respecter? Pas forcément la matraque. Je crois qu'il faut ici ménager le chou et la carotte. Vous voyez que nous-mêmes, je veux dire qu'à l'analyse, on voit un peu la difficulté. Non, la difficulté ici, là, est liée à... Quand nous sommes face à un problème non, vraiment... La difficulté est liée ici, là, entre les avoirs de l'État et, j'ai envie de dire ici, là, les dépenses ou les sacrifices à consentir. Parce que c'est des sacrifices qu'il faut consentir ici. C'est-à-dire que si vous décidez, par exemple, que tous ceux qui sont dans l'informel arrêtent sur 14 jours ou bien sur un mois, ça a une incidence financière. Qu'on le veuille ou non, ça a une incidence financière. Et donc, il devient plus facile à un citoyen lambda qui se débrouille ici, là, à Dubaï, si on lui dit que l'activité que tu mènes te permet d'avoir 50 000 le mois, l'État pour t'accompagner, tu auras, je dis n'importe quoi, 25 000, 30 000. Voyez-vous, la démarche d'accompagnement peut avoir un effet incitateur chez le Camerounais qui va se dire, je vois un État qui est à côté de moi dans la résolution de la crise. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il est urgent d'humaniser, j'ai envie de dire, les mesures qui sont prises pour qu'elles puissent être acceptées par le plus grand nombre de Camerounais. Parce que, voyez-vous, il n'y a rien qui peut faire en sorte que quelqu'un qui a faim puisse vous obéir. Quand vous avez faim, même si vous voyez le chat devant vous, vous allez foncer parce que vous n'avez plus rien à défendre. Et c'est ce que les gens qui nous répondaient le matin dans le sondage qui a été fait, est-ce que nous sommes prêts pour aller vers le confinement total? Sur pratiquement 70% des réponses, tout le monde vous disait, on va manger quoi si on arrive vers des mesures drastiques comme celle-là. C'est-à-dire que tout tournait autour de on va manger quoi, on va payer le loyer avec quoi, on va payer l'électricité avec quoi. Et je pense que l'État, en tant que, j'ai envie de dire, l'État protecteur, l'État qui veille sur ses enfants, doit ici maintenant nous démontrer qu'un État fort, ce n'est pas seulement celui qui empêche aux partis politiques de manifester, mais c'est également dans la capacité à pouvoir prendre à bras le corps des taureaux comme ceci et les renverser pour que les Camerounais puissent sortir indemnes de cette situation. N'empêche que certains pensent que les mesures actuelles, les 13 menus, ne sont pas assez. D'aucuns ont d'ailleurs souhaité plus, y compris au niveau des responsables du ministère de la Santé qui s'occupent de ces questions. Je vais par exemple citer le docteur Sobgui, qu'on a suivi sur plus d'un média, qui prescrit au minimum le confinement des villes de Douala, Bafoussam et Yaoundé, tout au moins en termes d'échanges interurbains par rapport aux autres localités qui n'ont pas encore été officiellement atteintes. Et comparaison est peut-être pas raison, mais je veux dire que quand on regarde aussi ce qui se fait à côté, un pays plus ou moins du même niveau que le nôtre, comme la Côte d'Ivoire, qui n'a que 25 cas, qui est en confinement pratiquement de 18h à l'aube, on s'interroge toujours, Marlise Rose, sur la pertinence des mesures, on a failli dire, peut-être pas forcément suffisantes actuelles. Oui, comme vous disiez, comparaison n'est pas raison. D'abord, nous ne sommes pas les mêmes peuples. Nous sommes peut-être des pays comparables, mais nous ne sommes pas les mêmes peuples. L'Afrique centrale ne ressemble pas beaucoup à l'Afrique de l'Ouest. Et les Africains de l'Ouest sont réputés être un peu plus disciplinés que nous. Donc chaque pays fait avec et ses populations, et son environnement, et ses moyens, etc. Mais je suis d'accord avec vous que la vitesse va aller croissante. C'est certain que le gouvernement ne peut pas ne pas envisager déjà
la situation qui est dépeinte là du confinement total. Parce qu'on va y arriver, on va arriver au confinement total. Mais avant d'y arriver, il faut qu'on mette justement en place le minimum de moyens et d'infrastructures qui permettent aux populations de tenir pendant les 15 jours, les 2 mois, les 3 mois, éventuellement, que cela va prendre. Et moi, je voudrais simplement dire aux populations du Cameroun, et notamment les populations des 3 villes les plus concernées maintenant, que nous avons la plus grande partie à jouer. La plus grande partition va être jouée par le citoyen. Et maintenant, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des attentes vis-à-vis de notre gouvernement. Non, on ne saura rien si le gouvernement ne met pas en place ce qu'il faut pour que ce confinement soit possible. Mais je pense que ça va se faire. C'est de ce côté-là que je ne voudrais pas que les gens s'inquiètent. Je suis persuadée que le gouvernement va trouver les bonnes réponses. Et nous, ce que nous avons à faire, c'est de respecter ce qu'on nous demande de respecter, autant que faire se peut, et maintenant de montrer notre soutien à ce gouvernement, tout en restant exigeant. Parce que moi, je ne veux pas mourir. Donc, pour que je ne meure pas, il faut que je sois, 1, discipliné, moi-même, 2, que je demande au gouvernement de s'occuper de moi. Parce que seul, je ne pourrais pas m'en sortir, ne serait-ce que par rapport aux différentes ceintures sanitaires qui doivent être mises en place. Ce n'est pas les populations qui vont mettre ça en place. Et l'un des autres enjeux, peut-être même le plus fondamental sur les questions purement sanitaires, c'est la disponibilité du matériel pour permettre évidemment de prendre en charge ceux qui éventuellement seraient contaminés, des kits, que ce soit les kits, que ce soit les appareils respiratoires dans les hôpitaux. Et c'est certainement, Aristide, l'un des plus gros défis. Je vous ai dit que des pandémies comme celle du Covid-19 viennent ici là pour montrer effectivement qu'il y a pays et pays. Vous voyez par exemple le cas des infrastructures sanitaires que vous avez tenté d'évoquer. Combien de structures sanitaires aujourd'hui ont un plateau technique à même de pouvoir prendre en charge ces personnes qui sont contaminées? Combien de lits d'hospitalisation nous avons de disponibles? Combien de laboratoires pour faire le test de dépistage de ce coronavirus nous avons dans notre pays? J'ai envie de dire même des basiques comme par exemple les gels hydroalcooliques. Je reviens là-dessus. La semaine dernière, dans un supermarché de Yaoundé, je l'ai acheté à 1200 francs honorables. Mais hier, je suis reparti, il coûtait 2200 francs. Et j'interpellais certains collègues pharmaciens à qui je disais, quand quelque chose d'essentiel et de vital comme le gel hydroalcoolique peut coûter des montants comme cela, c'est déjà même une barrière à l'accès de quelque chose comme celui-là, qui est tout aussi important dans la réponse. Je pense qu'il est important aujourd'hui que les priorités en termes de dépenses de l'État soient mises sur la table. Et j'interpelle ici le gouvernement à ne pas prendre cette affaire comme l'affaire d'une personne, mais que comme avec la crise anglophone et le grand dialogue, où on a vu toutes les chapelles, tous les corps sociaux se mettre ensemble pour aller vers cette grande messe qui a débouché sur les mesures que nous connaissons tous. Il est important ici que les acteurs politiques, la société civile, le gouvernement et tous ces autres intervenants puissent s'asseoir. Parce que là, c'est une crise de nous tous honorables. Et nous tous, nous devons proposer des choses et voir celles qui sont pertinentes, celles qui peuvent être mises en œuvre pour que chaque Camerounais se reconnaisse dans les orientations qui sont prises. Parce que parfois, un des goulots d'étranglement, c'est que lorsque les populations ne se reconnaissent pas dans les décisions qui sont prises, même si elles sont bonnes à leur endroit, pour un début, il y a un rejet. Mais quand vous avez l'impression que nos dirigeants ont été écoutés, nos leaders politiques ont été écoutés, nos acteurs de la société civile ont été écoutés, il y a comme une sorte d'adhésion globale qui généralement permet qu'ensemble on puisse adresser de telles crises. Donc, moi j'interpelle vraiment le gouvernement parce que jusqu'à présent, on n'a pas vu le Premier ministre convoquer
les acteurs politiques, d'autres chapelles, la société civile et autres là, pour qu'ensemble on s'asseye, qu'on discute et qu'on trouve des choses qui correspondent à notre environnement. Tout à l'heure, vous parlez du décès, des obsèques d'un ancien haut dignitaire de ce pays, où on n'a pas pu respecter les mesures de 50 personnes. On avait autour de 500 à 1000 personnes de ce côté. Je crois que lorsque vous voulez agir dans l'ADN culturel des populations, elles doivent être au cœur de la prise de décision pour qu'elles voient le bien fondé, qu'elles se l'approprient pour pouvoir agir dans le sens où nous voulons, à savoir changer les comportements. Justement, non pas qu'on va y arriver, mais si on fait des simulations, imaginons un peu qu'on arrive fatalement à ce point radical de confinement. Est-ce que le gouvernement aujourd'hui est en capacité de pouvoir, tout au moins en termes de minimum, assister ceux qui en paieront le prix? Je veux dire que les fonctionnaires, leurs déplacements seront limités. Peut-être pour certains, les personnels non essentiels ne se rendraient plus au bureau, que ce soit dans la fonction publique ou alors dans le secteur privé. Les transports, évidemment, seront impactés. On a pu voir les sorties des patrons des secteurs de grandes entreprises et des petites. Le JICAM s'est exprimé, ECAM s'est exprimé. Est-ce que si demain, pour reprendre ma question, on en arrive là, le gouvernement peut payer le prix? Le gouvernement va être confronté à une épreuve extrêmement grave. Mais je pense également que tous les acteurs doivent être conscients de ce qu'il s'agit d'une guerre. Si c'était un bombardement, on allait demander l'argent à qui? Il va falloir, en fait, que chacun joue son rôle. Les entreprises comme les entreprises de téléphonie mobile, elles vont se porter mieux que toutes les autres parce que comme on aura comme seul moyen de rester en contact avec les nôtres que le téléphone, là, il n'y aura peut-être pas beaucoup de problèmes. Mais je sais que dans ces entreprises-là aussi, le confinement, ou alors ils organisent déjà le travail de manière à ce que l'effectif rendu sur le site du travail ne soit pas très important. Donc le télétravail est déjà mis en place. Oui, mais sur la question du télétravail, justement, je veux dire, quand on regarde... Le Wi-Fi. Oui, la fibre optique. Quand on regarde le dispositif en termes de matériel, est-ce que les Camerounais dans les foyers ont du matériel En tout cas, c'est une maladie qui ne devait pas nous arriver. Qui ne devait pas arriver, en tout cas à l'Afrique subsaharienne et même à tous les pays en voie de développement parce que nous ne serons pas armés. Nous ne serons pas armés. C'est pour ça que l'essentiel, les 90% pour moi, les 90% du travail à faire, c'est nous. Parce que tout à l'heure, il a parlé d'un enterrement. Cette maladie va nous amener à reconsidérer notre façon de pleurer les morts. Pas que. Je veux dire, pas de que... célébrer, oui, de célébrer. Dire, en fait, ça va même changer nos modes de vie. Nos modes de vie, nos mœurs, nos traditions. Parce que si on ne le fait pas, on a le choix entre ça et le cercueil. Donc, pour moi, il va falloir que les acteurs des entreprises, le secteur privé, sachent que nous sommes en guerre et qu'eux aussi aient déjà une offre prête. Parce que tout le monde devra mettre la main dans la pâte. Maintenant, moi, je pense que la population la plus en difficulté, c'est ce secteur informel de niveau de la base, du niveau primaire, de la base. La petite maman qui vend les prunes au bord de la rue. Oui, c'est ces personnes qui vont être très, très en difficulté. Bon, je ne dis pas que les autres ne le seront pas, mais en période de guerre, on est en difficulté. On ne peut pas vouloir vivre en période de guerre comme en période de paix. Ce n'est pas possible. Donc tous, nous allons payer un tribut, nous allons payer quelque chose. Pour possible, commençons par nous discipliner et respecter tout ce qui nous est instruit par le gouvernement. Et que le secteur, la société civile, les partis d'opposition sachent qu'ils sont utiles
c'est peut-être leur façon d'aborder la question qui est aussi quelque peu irritante. Parce que quelquefois, quand on les entend parler, ils mettent tellement en avant la critique de ce qui ne fonctionne pas que ça bloque la communication de l'autre côté. Moi, je pense qu'il faut y aller franchement en disant, OK, votre temps viendra où vous gouvernerez le Cameroun. Pour l'instant, c'est le président Paul Biya qui gouverne le Cameroun. Et c'est lui qui a besoin de tout notre soutien. Quand ça sera votre tour, vous aurez exactement besoin du même élan de solidarité. Donc, en mettant trop la pédale sur « Oh, ils n'ont pas fait ceci, ils auraient pu faire ceci », alors que dans nos propres familles même, on n'arrive pas à discipliner 5 enfants et une épouse. Non. Donc, serré derrière le chef de l'État. Oui. Peut-être, oui, dit que il faut rappeler que un mort de coronavirus, le corps n'est pas retrouvé dans la famille. Ça, c'est ce qu'il y a. Et vous comprenez que ça plonge au cœur même de nos traditions et de nos coutumes. Et que toutes ces mesures-là, il est important que l'État puisse communiquer. L'État puisse sensibiliser, l'État puisse amener les populations à s'approprier le bien fondé des décisions qui sont prises. Parce que si on laisse les Camerounais continuer comme on fait là, c'est la mort qui va nous discipliner, M. Dipita. Et quand la mort discipline, suivez mon regard. Je voudrais également vous prendre sur la capacité du gouvernement à pouvoir payer le prix. Non, le gouvernement ne pourra pas payer le prix et ça va encore gêner madame le député, parce que quand vous êtes dans un système de navigation à vue, il devient difficile quand il faut rationaliser la dépense d'être objectif et pertinent. Si on vous demande aujourd'hui... Comment ça de navigation à vue? Il y a quand même tout un budget qui est voté et qui est en train d'être réexaminé là. C'est pour ça que je vais nous répondre. Alors, comment vous parlez de vous avez dit que navigation à non, pas vue? ce temps à tirer, maintenant je vais vers les propositions. Mais tu commences par tirer fort pour après aller vos propositions. Prenons par exemple le secteur éducatif privé. Prenons seulement le cas de Douala. Est-ce qu'aujourd'hui le délégué régional peut vous dire le nombre d'établissements secondaires privés qu'il y a à Douala et le personnel qui va avec, à telle enseigne que si l'État décide par exemple d'accompagner ce secteur, qu'on sache de manière précise l'effectif de ce corps-là et comment on peut le faire. À son corps, il devrait pouvoir parce que c'est lui qui donne les autorisations. Maintenant, il y aurait peut-être des écoles clandestines. Mais c'est ça dans la difficulté avec la mesure. D'accord. Même les écoles même qui existent, puisque parfois vous arrivez même dans... Non, mais on ne peut pas croire que les délégations régionales... Monsieur Dupita, oui. Je suis enseignant à la base. Et je vous dis que même dans les établissements publics, l'effectif souvent que le proviseur a dans ses registres et les effectifs qui vont à la délégation, parfois il y a souvent des gaps. Les effectifs peut-être, d'enseignants ou d'élèves? Je dis même les enseignants, même les élèves, parce que entre les enseignants fictifs, on le sait, la preuve que le toilettage du fichier a démontré que parfois, dans un lycée où on est sûr qu'il y a 100 enseignants, ils sont peut-être 40 parce que 60 sont allés hors du pays. Donc, le problème que je pose n'est pas un problème qui n'a pas sa raison d'être. Je veux juste dire qu'il faudrait que par secteur, l'État puisse maîtriser les effectifs. Parce que si vous voulez, par exemple, accompagner, il faudrait bien qu'on accompagne sur la base de quelque chose qui est connu pour pouvoir engager peut-être le budget de l'État ou bien appeler des partenaires qui vont nous accompagner. Vous n'allez pas dire, par exemple, à un partenaire qu'on veut prendre en charge le corps enseignant, aidez-nous. Ils vont vous poser la question par domaine, par secteur, combien est-ce qu'on en a dedans. Prenez d'autres secteurs. Arrivez au marché Sandaga. Est-ce qu'à date, on peut savoir le nombre de femmes peut-être qui vendent la tomate? On ne connaît pas. Or, il est important qu'on ait ces effectifs. Et pourquoi l'État ne va pas vers, entre guillemets, la régulation du secteur informel? Pour pouvoir contrôler... Parce qu'un impôt est prélevé, au moins, on sait qui est actif au marché Sandaga. Je pense qu'au niveau des mairies, il est... Pourquoi vous connaissent pas toujours. Déclaration aussi non, ils ne connaissent pas. Elles ne sont pas péremptoires. Je vais vous dire que parfois, cette femme qui va au bord de la route, il n'y a que l'agent communal qui sait qu'elle existe. Mais au niveau des registres de la mairie,
c'est souvent le problème qu'on a avec les marchés lorsque les marchés prennent feu, où on ne sait pas très exactement le nombre de boutiques qu'il y avait et ce qu'il y avait même dans les boutiques entre celui qui vous dit que j'avais un chiffre d'affaires de 100 millions et nous qui passons au quotidien, on ne voyait que 4 sacs de riz là chaque jour. Et il est souvent difficile, ne serait-ce que pour le cas des indemnisations des marchés bulés, que soit le gouvernement ou l'actuel maire de ville ait accompagné de manière efficace toutes ces initiatives. Parce que quoi, il n'y a pas une maîtrise des effectifs pour permettre que la dépense soit en adéquation avec ces effectifs. Et c'est un challenge. Et là, je parle à l'honorable, à la députée. Oui. Est-ce qu'à ce stade, on peut déjà penser que la loi de finances va connaître des modifications? Je pense que c'est le minimum. Hein. Je pense que c'est le minimum. Qu'est-ce qu'on peut faire si on ne revient pas à cet outil fondamental? D'autant plus que les sources de recettes des douanes, par exemple, prennent un coup, puisque les frontières sont fermées. Donc je pense que c'est un exercice obligatoire. C'est un exercice obligatoire. À l'Assemblée nationale, je ne sais pas comment ils vont s'organiser. Je pense que les commissions, c'est une vingtaine de personnes. Hein. Donc je pense que ça peut se tenir quand même en respectant les distances requises. On peut innover, Madame l'Honorable, en développant des travaux peut-être dématérialisés, où ça peut se faire par vidéoconférence pour réduire même également. C'est possible au niveau de l'Assemblée nationale. Les questions. Je pense que ça peut matériellement, mais on peut l'installer du jour au lendemain. Ça ne mange pas de pain. Hein. Si on prend la décision de mettre ce système en place, ça peut se faire. Donc je crois qu'ils vont certainement, ce qu'il ne faut pas souhaiter, c'est continuer à avoir la grande assemblée nationale qui se tient. Non, la plénière, non, je pense que c'est dangereux, c'est risqué, c'est exposer les vies pour rien. Mais tous les travaux, parce que le pays ne va pas non plus s'arrêter, d'autant plus qu'il va falloir prendre des décisions importantes. Donc l'Assemblée, les députés vont continuer à travailler, et notamment la commission des finances, qui va devoir plancher rapidement avec le ministre pour savoir comment on va se sortir. Évidemment, l'inconnu, c'est combien de temps ça va durer. D'où ma question, combien de temps vous êtes anthropologue, ça suscite un peu de sociologie, vous avez travaillé ces questions certainement à l'Assemblée nationale, vous suivez beaucoup les jeunes. Combien de temps peut-on tenir dans un contexte comme celui-ci? Évidemment que ça a également un enjeu psychologique. Hein. Les nerfs, la tension monte au fur et à mesure. On se dit les premiers jours, on va tenir. Mais je veux dire que même ceux qui auront de l'argent, les réserves, vont peut-être pas tenir. Et il y aura des restrictions pour aller se ravitailler. Ce ne sera pas évident du tout. Combien de temps psychologiquement, combien de temps les foyers, les populations peuvent tenir dans un contexte comme celui-ci? Bon, je pense que ça va prendre une organisation collective. Il faut tout bouleverser. Par exemple, pour les enfants, pour les tenir, il va falloir que les ministères en charge de l'éducation s'organisent avec les médias pour que les enfants aient des cours. Il faut être créatif. Oui, il faut être créatif et trouver des solutions. Chez moi, par exemple, j'organise aussi les séances d'éducation physique. Oui, les séances d'éducation physique. Un peu de sport. Parce que les enfants, les tenir dans une maison pendant autant d'heures. Bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. Donc si on ne sait pas les occuper, c'est extrêmement difficile. Évidemment, c'est aussi l'occasion de les associer aux tâches ménagères. Absolument. Parce que ça prend aussi du temps et ça les occupe et ils sont contents de le faire. Maintenant, les jeunes, c'est-à-dire les ados, qui ont vraiment besoin d'exercice, d'espace, c'est certain que ça va être difficile. Les jeux de société en famille, ça aussi, ça aide à tenir le coup. Parler de la maladie, c'est aussi important. Danser, parce que il faut qu'on puisse quand même garder une certaine joie ensemble dans la famille pour qu'on ne soit pas dans une atmosphère crispée et morbide où les gens voient la mort partout, non. Chaque jour à vivre est un jour important où il faut vraiment donner le meilleur de soi-même et puis surtout faire attention à toutes les mesures édictées par le gouvernement. Combien de temps peut-on tenir? Je crois que c'est la gestion la plus délicate même de cette affaire.
Ce matin encore, je causais avec un ami à Paris qui me disait que le confinement a des effets secondaires énormes. Son voisin a battu ses 2 chiens cette nuit parce que c'est intenable. Et on a des pays comme la Chine où le taux de divorce est en nette progression. C'est-à-dire que vous étiez habitué à un environnement, chacun sort le matin, il rentre à 23h, vous êtes obligé de vous mettre ensemble, là vous découvrez vos mauvaises habitudes, vos mauvaises pratiques. À un moment, il y a un qui va lâcher tous ces hôtels-là. C'est les enfants qui parfois ont une manière d'être à la maison et une autre au collège et qui seront obligés dans le cadre de l'application de ces mesures-là de se découvrir à la maison et bienvenue les dégâts que cela peut entraîner. Je crois que la riposte dans le cas des épidémies comme celle que nous vivons ici, elle est globale. Elle intègre tous les secteurs. Et c'est pour ça qu'ici, il faut davantage mettre en avant les sciences sociales. Parce que c'est généralement le problème avec les pandémies, c'est qu'on médicalise tellement l'affaire et on oublie des secteurs clés que sont les psychologues, les anthropologues, les sociologues et tous ces gens-là qui accompagnent au niveau communautaire les principales cibles. Parce que si, au niveau du ménage, ça ne va pas, croyez-moi, les mesures édictées ne peuvent pas s'appliquer. Moi, je vois depuis qu'on a mis un confinement partiel à la maison, depuis Tongo, je peux vous assurer que ce sont les pâtes et le papier hygiénique qui subissent le lot tribut de cette affaire. Et je le ravitaillement qui se faisait en 3 semaines, se fait désormais en 4 jours. Donc, je vous assure, à une échelle globale, on peut peut-être en rire, mais l'État va devoir se mobiliser et également des solidarités au niveau national. On a des hommes d'affaires, on a des personnes généreuses qui ont souvent accompagné des efforts importants avec Boko Haram. On a vu des solidarités se mettre en place avec la crise au Nozo. On a vu des solidarités se mettre en place. Prions juste que quand ces gens vont se mobiliser pour accompagner cette initiative-là, qu'on ne vive pas le scénario de la Coupe du Monde 94 où des mains d'argent étaient restées entre Paris et New York. Suivez mon regard. Alors, on va sortir de l'émission, et là, ce sera peut-être une phase d'interpellation. Je vais peut-être vous permettre modestement de la faire. Vous allez peut-être penser à un citoyen, à quelqu'un de cher, et les autres qui seront à la maison se retrouveront certainement dans cet appel pour, évidemment, davantage contribuer à la prise de conscience, parce que tout doit partir de là, que les gens soient conscients de ce que la vie des autres dépend désormais de leur comportement individuel. Chacun doit être responsable de son comportement, mais de sa survie, mais de la survie collective. Marlise, je vais peut-être commencer par vous en interpellant Eric Gando, avec ta permission, Eric, le réalisateur. Si tu peux nous mettre en stand-by le soir au village de Manu Dibango, le clip avec lequel on est rentré dans cette émission tout à l'heure, on sortira par là dans 1 minute. Marlise Rose. Alors, nous sommes en train de vivre dans le monde entier une épreuve difficile, extrêmement difficile, dont nous ne pouvons sortir que si nous sommes pleinement conscients de notre rôle dans la société. Et notre rôle, c'est quoi en tant qu'adultes? C'est de préserver notre environnement familial, notre environnement social, notre environnement professionnel, la vie tout court. Ça passe par nous, ça passe par chacun de nous. Ça va être difficile ce que nous allons vivre, mais nous devons montrer que nous sommes d'abord des croyants et que nous savons qu'il n'y a pas d'épreuve au hasard. Si nous devons passer par cette épreuve-là, c'est que le destin de l'humanité doit passer par cette épreuve pour faire de nous des êtres humains certainement à la hauteur de ce que le Dieu créateur attend de nous. Plus modestement, en ramenant cela à notre pays, je voudrais que chacun de nous sache qu'il est un soldat et que ce soldat doit se mobiliser dans la grande guerre menée par le grand général qui est le nôtre, le président de la République. Nous n'avons pas besoin de le voir tous les 4 matins. Nous avons été habitués à sa façon de gérer notre pays. Nous allons simplement lui demander de continuer à nous protéger, de mettre en place
le maximum de moyens pour que cette épreuve soit supportable. Nous comptons sur le gouvernement, nous comptons sur chacun des leaders que nous sommes, nous comptons sur chacun des citoyens de notre pays. Et je vous remercie de m'avoir permis de passer ce message qui crée quand même un peu d'émotion. Docteur Aristide Bitoga. Je pense que je vais être davantage dans des interpellations assez modestes par palier, parce que derrière le coronavirus, il y a également d'autres crises qu'il faut anticiper. Et depuis hier, j'essaye d'interpeller le ministre de la Santé pour lui dire ce confinement qui semble déjà se mettre en place, il va falloir également démocratiser les méthodes de contraception, parce que après le coronavirus, on n'a pas besoin également d'avoir à gérer une population devenue très nombreuse qu'on ne pourra pas, le moment venu, prendre en charge. Donc je pense qu'il est important qu'en gérant le Covid-19, qu'on essaye également de voir tous ces autres, j'ai envie de dire, tous ces autres éléments connexes qu'il faut pouvoir adresser. Hier, la sortie de Madame le ministre de la Recherche scientifique nous a démontré, à fort argument scientifique, que les chauves-souris étaient un foyer naturel du Covid-19. J'interpelle ici là les miens, parce que je suis Evozoc, ce qu'on appelle habituellement les Ewondo du côté de Kribi, qui sont très habitués à la viande de la chauve-souris dans la sauce de palmis, pour leur dire que maintenant que cette viande très prisée est un foyer naturel de Covid-19, il est important que nous puissions changer d'habitude alimentaire pour nous orienter vers des choses qui vont moins nous exposer au coronavirus. Et à la population générale, dire à chacun que le coronavirus n'est pas une invention, n'a rien à voir avec toutes les théories du complot qui circulent ça et là. C'est une réalité. Et ce matin, nous avons eu le premier cas. Et lorsqu'il y a un cas, ça veut dire qu'on peut avoir le deuxième cas, on peut avoir le troisième cas, et peut-être avoir 1 million de cas. Et qu'aujourd'hui, au-delà de la responsabilité collective, c'est chacun à son niveau qui doit pouvoir prendre au sérieux cette pandémie et respecter les directives qui sont édictées, parce qu'elles peuvent nous épargner un plus grand malheur. Je voulais rappeler le constat, Eric, je t'en prie, le constat fait par le Premier ministre aujourd'hui en rappelant les 6 mesures sur lesquelles le gouvernement rappelle la responsabilité individuelle et collective de chacun, la fermeture systématique des débits de boissons, les restaurants et les lieux de loisirs dès 18 h, l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, l'interdiction des surcharges dans les bus, taxis et mototaxis, de la restriction des déplacements urbains et interurbains, de la régulation des flux des consommateurs dans les marchés et les centres commerciaux, du respect des règles d'hygiène et de la mesure de distanciation sociale édictée par l'Organisation mondiale de la santé. Voilà les 6 mesures, mesdames et messieurs, qui pourraient sauver nos vies, qui pourraient sauver vos vies. Désormais, nos comportements dépendent, du moins de nos comportements, dépend la sécurité sanitaire de nos proches, de nos familles, de nos voisins, de nos collègues. Soyons responsables. Hommage à Manu Dibango. Et pour Nicole Mara, que je suis, c'est énorme, c'est grandiose, c'est une perte de plus qui va s'alourdir sur le monde musical et qui va vraiment nous causer préjudice. Parce que nous savions qu'à tout moment, on peut l'appeler. Papa Manu, j'ai besoin de toi pour ci, il est présent. Papa Manu, je veux ceci, il est présent. Papa Manu, un petit mot, il est présent. Aujourd'hui,
Nous allons chercher vers qui nous tourner. Ils sont encore là, les patriarches. Mais vous savez, Manu était un peu le poteau le plus solide. Je suis levé ce matin, je me suis réveillé ce matin avec une triste nouvelle que mon frère et ami Manu Dibango vient de partir à 5 h du matin. C'est vrai, depuis une semaine, ça court partout. Oh, il est hospitalisé, oh, il est mort. Mais je ne croyais en rien. Jusqu'à ce matin. Je regrette beaucoup parce qu'on avait beaucoup de choses à se dire. Beaucoup de choses à se dire. Mais hélas, Dieu l'a appelé. Une icône, quelqu'un qui représentait l'Afrique, qui représentait le monde, qui côtoyait les grandes personnalités dans le monde, au nom de la musique et au nom du Cameroun. Nous avons perdu notre repère. C'était un grand repère pour tout artiste. Chacun veut devenir comme Manu. Et je me dis que cette icône-là que Dieu nous a donnée, c'est tous les 200 ans que nous pouvons voir ce genre de personnalité qui influence, qui guide. Aujourd'hui, c'est un jour de deuil pour moi. En fait, c'est un deuil. On parle du coronavirus et tout, mais je ne sais pas si ce coronavirus a une tête ou les pieds pour que j'aille l'arrêter. Nous pleurons Manu, toute l'Afrique pleure. Je regarde l'image d'une légende, mais d'un papa en même temps, tellement aimant et proche de ceux qui le sollicitaient, de ceux qui venaient vers lui, une mine de conseils. Et voilà l'image. Manu, tu es parti. Vraiment, repose en paix. Repose en paix. Toi qui nous as inspirés, toi qui nous as montré la voie, toi qui m'as guidé toujours là pour moi. Courage à toute la famille, à toute ta famille. Comme on dit, tu dis Asia et toi tu aurais dit Balaloba et Jésus-Christ. Repose en paix, tonton. On est ensemble. La famille, courage.